On en parle avec le président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, député La France Insoumise. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Laurent dans le 5. Un attentat à la trottinette piégée à Moscou. Voilà comment l'Ukraine est parvenue à éliminer un haut dirigeant de l'armée russe. Après 20h, Julianne Moore, l'une des actrices hollywoodiennes les plus primées, est notre invitée aux côtés de Pedro Almodovar, qui l'a choisi pour son tout nouveau film, La chambre d'à côté, qu'on a adoré, Pierre. Oui, au milieu des images fortes et colorées qui lui sont chères, Pedro Almodovar filme deux femmes, l'une condamnée veut en finir. Est-ce que son ami l'assistera à travers ce film? Bien sûr, Pedro Almodovar évoque la fin de vie. Je pense qu'il évoquera aussi devant nous la mémoire de sa première muse qu'on a tellement aimée, Marisa Paredes. Pedro Almodovar, que Camille Cotin rêvait de rencontrer, c'est à vous à exaucer son souhait. Rencontre au sommet à suivre après 20h. Mais tout de suite, c'est l'édito de Patrick. L'édito qui vient d'arriver à la seconde. Patrick, vous avez suivi les premiers pas de François Bayrou à l'Assemblée nationale. Un Premier ministre sur la défensive à cause de son aller-retour à Pau, critiqué de toutes parts en pleine crise à Mayotte, on va y revenir. Un chef de gouvernement sans gouvernement, il doit revoir le président ce soir pour avancer sur la constitution de son équipe, sans décision ni arbitrage politique à annoncer, avec une déclaration de politique générale, une DPG prévue le 14 janvier, dans près d'un mois, puisque les travaux de l'Assemblée nationale sont suspendus pour 3 semaines à partir de dimanche, vacances parlementaires. On a donc eu cet après-midi un Premier ministre qui a dit son émotion de reprendre la parole dans un hémicycle qu'il a quitté il y a 12 ans, mais qui, pour tout le reste, méthode, calendrier, contenu, a renvoyé à sa DPG, en promettant de donner toutes les réponses, de ne laisser aucun problème de côté, budget, impôts, retraite, dépenses publiques, etc. Et en recherchant, a-t-il dit, les voies de la conciliation. On ne sera pas d'accord sur tout, mais je suis certain que le chemin existe pour que les uns faisant un pas et les autres un autre, on ait la sensation de s'approcher du consensus. Vous notez la promesse, s'approcher du consensus. Pas l'atteindre, effectivement. Pas de consensus, en tout cas, sur la gestion de crise à Mayotte. Avec le tableau baroque d'un président de la République venu diriger la réunion de crise au ministère de l'Intérieur, pendant que le Premier ministre n'y participe qu'à distance, sous le portrait géant d'Henri IV depuis Pau, la ville dont il entend rester maire, pour un conseil municipal de 4 heures hier soir, dont les enjeux semblaient bien subalternes au regard du drame national que représente le désastre mahorais. François Bayrou fustigé, pas seulement à gauche, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a dit ce matin sur France Info qu'elle aurait préféré que l'avion du Premier ministre l'amène à Mamoudzou plutôt qu'à Pau, ce qu'ont dit aussi à leur façon les présidents des groupes socialistes et LFI. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, vous n'auriez pas dû vous rendre à Pau pour conserver un mandat, mais à la réunion de crise de l'Élysée pour assumer votre nouveau rôle. Le mépris est éprouvé d'autant plus rudement quand la souffrance est là. Je le dis sans esprit de polémique, mais avec gravité, votre place n'était pas à Pau. L'urgence n'était pas au retour du cumul des mandats, mais aux inquiétudes des Françaises et des Français, et d'abord des Mahorais. François Bayrou interpellé plusieurs fois, et vous l'avez peut-être noté, et vous allez le voir aussi dans sa réponse, dans une ambiance étonnamment moins heurtée, plus calme qu'à l'ordinaire. Il n'y avait pas le brouhaha permanent, le niveau sonore assez élevé qui est en train de devenir la norme à l'Assemblée nationale lors des débats et notamment lors des questions polémiques comme celle de cet après-midi. Réponse donc du Premier ministre. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Simplement, j'y ai participé par visio, comme le ministre de l'Intérieur y a participé par visio depuis l'île de la Réunion. Parce que je suis obligé de vous dire que Pau, c'est en France. Il y a une rupture que peut-être vous ne sentez pas entre la vie de la province et le cercle des pouvoirs à Paris. J'ai présidé le conseil municipal de ma ville de 19h à 23h. Je considère que, ce faisant, j'étais aussi à ma place de citoyen. Et j'ai l'intention de défendre cette idée que la citoyenneté ne se divise pas entre être à Paris et occuper ses responsabilités de citoyen sur le terrain. Ça va être un très grand sujet pour notre avenir.
Bayrou sur la défensive et pas toujours heureux dans son expression. Il a dit aussi un peu plus tard, le président a annoncé qu'il irait à Mayotte. On vient d'apprendre qu'il y sera jeudi. Et il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président quittent en même temps le territoire national. Mais Mayotte, c'est le territoire national et Pau est en France, mais Mayotte aussi. Voilà, il n'a pas non plus repris, François Bayrou, on va y venir sans doute, sa défense du rétablissement du cumul des mandats, ce qu'il a fait à Pau hier soir. Je rappelle que la loi de 2014, appliquée depuis 2017, interdit aux parlementaires de cumuler avec un mandat local exécutif. Ils ne peuvent pas être députés-maires ou sénateurs-maires. Un membre du gouvernement, en revanche, c'est a fortiori le Premier ministre, peut être maire ou président de région, même si l'usage a été perdu depuis Lionel Jospin, depuis 1997. Mais ça n'est qu'un usage et une pratique. Et dans le gouvernement sortant, le gouvernement de Michel Barnier, un certain nombre de ministres, le maire de Lorient, le maire de Châteauroux, ont gardé leur mandat de maire. On peut penser qu'ils ont bien fait compte tenu de la brièveté de leur présence au gouvernement. Ils ont récupéré leur mandat, ils ont gardé leur fonction. Voilà. On reviendra sur le débat sur le cumul des mandats dans un instant. Mais d'abord, là, les explications de François Bayrou sur le fait qu'il était à sa place de citoyen et qu'il ne fallait pas séparer les régions des cercles de pouvoir à Paris. Ça vous a convaincu, j'imagine que non. Écoutez, je vais vous dire en direct ce que j'ai ressenti. Voilà. Moi, je connais pas François Bayrou. Voilà, je le connais de nom, etc. Il est parti il y a 12 ans. Moi, je suis arrivé à 8 ans. Vous ne l'avez jamais côtoyé à l'Assemblée. Mais j'ai plutôt une image de respect par rapport au personnage. D'accord. Et là, je me suis dit, on assiste juste à un crash en direct, quoi. Enfin, je veux dire, crash. Bah oui, oui. C'est fini avant même d'avoir commencé. Bah, en tout cas, sur cette explication. Enfin, vous vous rendez compte que on lui parle d'un département où il y a peut-être plus de 1000 morts, complètement dévasté. Et sa réponse, c'est de nous dire, vous dites ça parce que ma mairie est pas à Paris, mais dans la Pau. Enfin, il est complètement en décalage. C'est pas son absence qui a retardé l'action de l'État ou l'efficacité des Non, services. bien sûr, mais chacun conviendra. C'est une faute de communication. Mais je vais vous dire, non, mais je vais vous dire une chose sur le fond de mes pensées. Mayotte serait un département dans l'Hexagone avec ce qui s'est passé, plus de 1000 morts, hein, oui. Peut-être, totalement rasé. Je pense que le Premier ministre n'aurait pas été à Pau. Ça, je vous le dis tout de suite. Il n'aurait pas été à Pau en train d'occuper... oui, je pense que... Il ne considère pas les citoyens de Mayotte comme des citoyens français comme les autres. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la situation, dans n'importe quel endroit en France, je pense qu'il ne serait même pas venu à l'idée. Il y a peut-être l'éloignement, il y a peut-être aussi le lapsus qu'il a fait. Vous avez vous-même remarqué quand il dit le président de la République et le Premier ministre ne s'éloignent pas en même temps du territoire national. Je pense quand même qu'il y a quelque chose, y compris peut-être dans son inconscient, parce que je crois sur parole qu'il considère que ce qui est arrivé est dramatique. Mais il y a quelque chose qui est complètement déconnecté par rapport à la réalité de ce qui est passé. Et dans ces cas-là, non, aller à Pau pour un conseil municipal, pour parler de non-cumul des mandats, c'est-à-dire du retour à une France des notables. Après, il pense ce qu'il veut. Moi, c'est ce que je considère. Je veux dire, c'est complètement déphasé. Et sa réponse, elle est pas bonne. Mais globalement, l'exercice cet après-midi est un exercice raté sur la forme et sur le fond. Alors ça a été, j'allais dire, l'épicentre du problème. Mais il a été long. Il s'est mis lui-même dans des pièges. Par exemple, à un moment donné, il répond en prenant les raisons de la situation dans laquelle nous sommes. Il dit c'est à cause de la censure. Il n'avait vraiment pas la peine. C'était pas son intérêt de se mettre. Moi, je pense qu'il va aller dans les pas de Barnier. Il a été très applaudi à ce moment-là par son camp, par ses soutiens. Oui, peut-être, bien sûr. S'il n'y a pas eu de réponse, vous demandez des réponses. S'il n'y a pas de réponse, c'est parce que vous avez censuré. Sauf que pour essayer de s'en sortir, ce qui à mon avis ne sera pas possible, parce que je pense que comme M. Barnier le gouvernement Bayrou ne terminera pas l'hiver. Voilà, moi j'avais dit ça. Il sera encore plus court que celui de Michel Barnier. Ça ne terminera pas l'hiver. J'avais dit le gouvernement Barnier. Oui, c'est votre souhait. J'avais dit non. C'est pas un souhait que je vous dis. C'est un gouvernement Barnier, à partir de fin août, j'ai expliqué, pour des raisons d'analyse politique, qui ne passera pas l'hiver. Je vous dis que le gouvernement Bayrou ne terminera pas l'hiver parce qu'il hérite finalement du même problème et lui-même se met dans les pas de M. Barnier en évoquant la censure. Mais c'est ce que vous souhaitez à la France. Non. Autant de Premier ministre. Laissez-moi répondre. Je vais y revenir après si vous voulez. Mais je pense que pourquoi il a été mal à l'aise cet après-midi, c'est ça qui m'intéresse. Quel est le problème de fond qui fait que cet homme politique, qui est plutôt brillant, etc., est aussi mal à l'aise? C'est parce que quand vous êtes Premier ministre d'un gouvernement aussi minoritaire dans l'Assemblée, avec aussi peu de gens qui vous soutiennent,
c'est pas possible d'être à l'aise, d'arriver et de faire. Les seuls qui ont refusé l'invitation à discuter avec lui, c'est la France Insoumise. Tous les autres groupes politiques ont accepté son invitation à dialoguer. Lui, il a défendu le pluralisme politique. Bien sûr. Vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de dialogue. Oui, mais n'empêche, quand il explique que c'est la censure, ça veut dire qu'il se met dans les pas de M. Barnier. Et quand il répond à une question du groupe LR sur sa politique économique qu'on peut attendre sur la question difficile, je vous assure que sa réponse, elle est tout à fait dans l'épure des politiques menées par M. Macron, M. Barnier, depuis des années. Et là, maintenant, je viens à la deuxième question que vous venez de poser. Vous dites, est-ce que vous souhaitez l'instabilité ? Moi, je ne souhaite pas qu'une politique qui est minoritaire dans les urnes et qui est mauvaise pour le pays s'applique. Voilà, au prétexte que cela pourrait entraîner de l'instabilité. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, s'il y a instabilité, c'est parce qu'on a M. Macron qui a dissous l'Assemblée, qui n'a pas respecté le choix des Français, qui nomme un gouvernement minoritaire, une politique que les Français ne veulent plus. C'est ça le problème. Et manifestement, M. Bayrou s'apprête à faire ça. C'est pour ça que je réponds à votre question. C'est pour ça que je vous dis, il ne passera pas l'hiver pour les mêmes raisons. Vous pourrez vous rétorquer, est-ce qu'il est souhaitable qu'une politique minoritaire comme celle défendue par le nouveau Front populaire s'applique ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me rétorquer ça, sauf qu'elle est plus majoritaire que ceux qui ont complètement perdu dans les urnes. Et la preuve de ce que... Vous êtes sûr de ça ? Écoutez, excusez-moi, il y a eu un résultat d'une élection où il y a une coalition qui est arrivée en tête. Et puis, il y a deux coalitions qui sont arrivées derrière, et le moins qu'on puisse dire, et on l'a vu à l'Assemblée, sinon il n'y aurait pas eu ce résultat, parce que l'Assemblée est quand même le reflet. Je vous écoutais tout à l'heure parler que finalement c'est une Assemblée qui représente presque une proportionnelle. Je crois que vous avez dit ça. Donc, c'est-à-dire qu'une proportionnelle ne changerait rien aux équilibres de l'Assemblée. Que vous avez aussi peu de députés qui votent pour vous, à l'arrivée, d'accord, ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas majoritaire. Moins de 200 députés pour le NFP, et il y en avait plus de 200 en soutien à Michel Barnier. Et dans la réalité, il y en avait à peu près 20 à 30 dans tous les débats sur les recettes que nous avons effectuées. Donc en fait, les 213 n'existaient pas. Ah bon ? Non, bien sûr. Les 213, on les a jamais vus. On les a vus, je vais vous dire, on les a vus une fois. Une fois. Ça a été pour voter contre leur propre budget qu'on avait réussi à transformer. Sinon, on les a jamais vus. Ils étaient entre 20 et 30 tout le budget. Et en plus de ça, ils n'étaient pas d'accord entre eux sur certaines mesures du gouvernement Barnier. C'est pour ça que je vous dis, c'était tout sauf un socle commun, c'est une armée en déroute. Et donc, vous ne pouvez pas gouverner et appliquer un programme minoritaire en France avec ce bilan. Voilà, ça veut dire qu'à la moindre occasion, vous déposerez une motion de censure. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Bien sûr. Dès son discours de politique générale, en espérant que la gauche vous suivra, ou peut-être le Rassemblement national. Non, il a une solution pour ne pas le faire, c'est de faire un vote de confiance. Parce que traditionnellement, s'il soumet au vote de confiance, ça sera un vote. L'Assemblée pourra voter. Bon, donc à mon avis, il ne va pas le faire parce qu'il sait qu'il est minoritaire, mais qu'il le fasse. S'il ne le fait pas, il y aura motion de censure. Et vous dites la gauche, mais il y a déjà une partie de la gauche qui est convaincue. Le groupe GDR communiste a expliqué que s'il n'y avait pas de vote de confiance, il votait la censure. J'ai entendu Madame Châtelain ce matin sortir de Matignon ou hier, je ne sais plus. Le moins que je puis dire, c'est que le propos a priori une censure de Madame Tondelier prend de plus en plus d'épaisseur, et on va voir combien de temps. Et puis Marine Le Pen aussi dit qu'on ne renonce pas à la censure. Voilà, exactement. Donc c'est pour vous dire qu'à mon avis, on ne va pas être isolé du tout. C'est intéressant. Sur le vote de confiance, effectivement, on change de format, on inverse la logique. Ce qui était d'habitude dans la Ve République. Des pour et des contre. Si, par hypothèse, les socialistes, c'est-à-dire une partie des élus de gauche, s'abstient, François Bayrou peut emporter le vote de censure. Le vote de confiance, pardon. À ceux-là qui le tentent, on va bien voir. D'accord. Voilà. Ça va être compliqué pour une opposition de s'abstenir. Je vous rappelle qu'ils ont dit qu'ils étaient dans l'opposition. Vous n'avez pas retenu ce qu'a dit François Bayrou cet après-midi en répondant aux questions des députés. Il a rappelé qu'il était un partisan acharné du pluralisme politique, que malgré les différentes orientations, il était possible de débattre et de dialogue. Vous, d'emblée, vous avez refusé le dialogue et le débat. Vous n'avez pas répondu présent à l'invitation lancée par le Premier ministre à tous les groupes de l'Assemblée nationale. Ça ne servait vraiment à rien de développer vos positions, mais pour une raison, nous, on va traditionnellement voir les premiers ministres quand ils nous demandent de venir. Mais là, là le cadre, c'était soit de discuter de coalition, soit d'un pacte de non-censure. D'accord ? C'était ça l'objet. On n'allait pas lui faire perdre du temps et nous perdre du temps. C'était à l'Élysée. Non. Ça, c'était à l'Élysée. Au départ, à l'Élysée, c'était la coalition gouvernementale, etc. Raison pour lesquelles on y était, parce qu'on estime qu'on ne va pas faire de coalition avec les gens qui font un travail d'obstruction contre l'abrogation des réformes des retraites, qui font passer des budgets d'austérité. Monsieur Bayrou a donné ce cadre. Bon, donc nous, on le dit très clairement. Évidemment, on ne sera pas dans une coalition, mais on n'ira pas non plus
j'allais dire, trouver des formules qui en réalité signifient une cohabitation. C'est ça que ça signifie, une espèce de compromis, de soutien sans participation à un gouvernement. Donc, aller dialoguer, c'est soutenir. C'est pas le problème de, excusez-moi, mais c'est pas le problème de dialoguer. Monsieur Bayrou, il n'arrive pas de nulle part. C'est un des piliers du macronisme. Ces députés sont parmi ceux qui ont déposé le plus d'amendements pour faire en sorte qu'on ne puisse pas voter l'abrogation de la réforme des retraites que nous avons déposée dans notre niche. Ces députés, certes, certains, je pense notamment à mon ami Jean-Paul Mattei, parfois à certains moments ont des incursions pour taxer par exemple les plus riches, mais les autres, ce n'est pas le cas. Donc sa politique, c'est la même que monsieur Macron. On ne va pas faire semblant. Il n'a pas fait encore de discours de politique générale. Il n'a pas constitué son équipe. Eh ben, écoutez la réponse qu'il fait cet après-midi aux députés républicains qui l'interrogent, et vous allez voir quel est le fond de sa politique. Le fond de sa politique va être une politique qui va rester celle de la baisse des dépenses publiques, celle de continuer les politiques, notamment de cadeaux fiscaux qui ont été, il explique qu'il n'était pas fan des impôts et que si le bonheur français était indexé sur celui des impôts, nous serions le pays le plus heureux du monde. Il va faire la même politique parce que, en fait, quand vous dites ça, en réalité, c'est vous apprêtez. Bien sûr. Mais quand vous dites je ne suis pas fan de l'augmentation des impôts, en réalité, ça veut dire une chose, ça veut dire que vous apprêtez à ne pas revenir sur les taxations, les cadeaux qui ont été faits aux ultra riches et aux très grandes entreprises, qui expliquent nos déficits en grande partie. C'est la censure qui a fait un cadeau aux ultra riches et aux grandes entreprises. Il devait être plus taxé dans le projet de loi de finances de Michel Barnier. Le projet qui a été censuré. Oui, sauf que, alors déjà, il aurait fallu que les amendements passent, que je vous rappelle qu'une partie de la majorité était vent debout, notamment les macronistes, mais en plus de ça, ils étaient tellement, j'allais dire qu'ils étaient tellement réduits qu'ils ne revenaient pas suffisamment sur les 60 milliards de recettes qu'il nous a manqué en 2023 et qui explique très largement les déficits. Parce qu'il faut l'entendre et le comprendre. Depuis 2017, les dépenses publiques ont baissé par rapport au PIB, contrairement à ce qu'on dit, et alors que les recettes ont baissé aussi considérablement, et au profit, et là toutes les statistiques le montrent, INSEE, allez voir tout ce que vous voulez, au profit du décile le plus riche, mais surtout au profit des 300 000 personnes les plus riches de ce pays, et ça nous coûte des dizaines de milliards. Ça paraît peut-être aberrant, mais c'est la réalité, et c'est là qu'il faut aller rechercher de l'argent. Il ne s'apprête pas à le faire, je vous le dis à l'avance. Donc vous critiquez et vous anticipez la politique de François Bayrou avant même qu'on la connaisse. Tout ce qu'on sait depuis hier, en tout cas depuis Pau, c'est qu'il souhaiterait revenir sur la question du non-cumul des mandats. Plusieurs lois, dont une dernière en 2014, interdisent d'être à la fois député ou sénateur et maire. C'est une prise de position qui a fait beaucoup réagir. Moi, je suis contre le cumul des mandats. Je considère que lorsqu'on exerce une fonction, on doit l'exercer à plein temps. Moi, aujourd'hui, je suis présidente de l'Assemblée nationale à plein temps. Cette obsession pour le cumul des mandats ne peut pas être une priorité pour les Françaises et les Français. Et qu'aujourd'hui, la question, c'est la question du pouvoir d'achat, de l'accès aux soins, de l'hôpital public, de l'école. Et on vient agiter le cumul des mandats. Mais moi, c'est le cumul des mandats, moi, que je vais mettre à l'ordre du jour. Parce que d'avoir des responsables politiques qui disent on pourrait cumuler des mandats, alors qu'il y a des gens qui aimeraient bien cumuler des salaires, eux, et avoir de quoi se nourrir, c'est ça, moi, dont je veux parler. Et je veux qu'on apporte des réponses aux gens qui, aujourd'hui, souffrent et s'interrogent sur leur avenir. Que des contre le cumul des mandats, on imagine comme vous, mais est-ce que c'est pas quand même un sujet à mettre sur la table quand vous entendez François Bayrou parler de la déconnexion des élus avec la société, du manque de confiance qu'on mesure aussi dans les sondages? Et puis quel est le spectacle, vous pensez, que vous donnez aux Français quand vous ne voulez même pas ouvrir le dialogue, même pas discuter? Alors attendez, je vais répondre aux deux questions. Vous m'expliquez que quelqu'un qui va superposer un mandat de député, moi je sais pas, mandat de député ça me prend environ 80 heures par semaine. Alors peut-être que moi j'en fais beaucoup, mais tous mes collègues sont beaucoup pris. Plus qui va faire croire qu'en même temps il va être maire, qui est un des mandats les plus prenants, avec le plus de responsabilités. Vous m'expliquez que la personne qui va cumuler ces deux mandats aura plus de rapport avec la population. Enfin, c'est une plaisanterie. Moi, je pense, je vais vous dire une chose. Je crois que la France des notables, c'est pas bon du tout. Voilà, on peut être député et être au plus près de la population. Moi, je m'y essaye sans arrêt. Je vis comme tout le monde. Je suis dans ma circonscription en permanence, tout en étant beaucoup à l'Assemblée. Et puis, on peut être maire, et maire est un des mandats les plus difficiles, et évidemment, avoir les rapports nécessaires avec la population. Laissez penser que pour qu'un député ait des contacts, il faudrait qu'il soit maire. Enfin bon, je veux dire, c'est le retour des notables et d'une caste politique qui justement s'écarte de la population parce qu'à un moment donné, elle superpose tellement les mandats que d'abord elle vit outrageusement de la politique, ce que je ne trouve pas bon.
Moi, si vous voulez, j'ai une fond. Le fond de ma pensée, c'est qu'on ne doit pas vivre de la politique toute sa vie. Il y a un plafond, je vais vous le dire. Oui, c'est plafonné. Non, mais je reviens moi sur ce qui. Moi, je pense qu'il ne faut pas vivre de la politique toute sa vie, parce que sinon, au bout d'un moment, les conditions matérielles de votre existence liées à la politique l'emportent sur vos idées. Voilà. Drastiquement, je suis donc opposé en plus à quelque chose qui cumulera. Et puis, je vais vous dire autre chose. Ne pas cumuler les mandats, ça permet aussi à des citoyens d'accéder à des mandats, à plus de citoyens. Et moi, je suis pour qu'il y ait beaucoup plus de citoyens qui puissent accéder à des mandats. Une dernière question. J'ai pas répondu à la deuxième, du coup, mais c'est pas grave. Si François Bayrou ne finit pas l'hiver, il aura eu le temps de voter un budget ou on va vivre encore des mois et des mois avec le budget 2024 reconduit en 2025 avec la loi spéciale et donc potentiellement des augmentations d'impôts pour près de 18 millions de Français. Ok, je vais répondre sur les deux choses. Et ce qui peut rejoindre ma question, puisque c'est vrai que sans budget, sans vote, les Français je vais répondre sur les deux choses. Déjà, première question, il vaut mieux attendre de discuter d'un budget que d'avoir un mauvais budget. Il y a des gens qui le font, hein. C'est les Espagnols. Ça fait 3 ans qu'ils ont le même budget. Vous remarquerez qu'on vante les succès économiques. L'Espagne. Ça veut dire 17 millions de Français. Et pour la deuxième réponse que je vais vous donner, moi j'avais proposé un amendement là dans la loi spéciale qui permettait d'indexer les impôts sur le revenu de façon à ce que l'impôt ne change pas de périmètre. Il n'a pas été reçu, mais j'ai fait une proposition avec Charles de Courson qui, elle, est tout à fait possible. J'ai proposé, vous voyez, on est constructif, j'ai proposé à François Bayrou de reprendre toutes les mesures qui ont fait consensus à l'Assemblée et au Sénat, qui ne sont pas des mesures de décaissement, qui sont des mesures, par exemple, de prolongation de crédit d'impôt ou, par exemple, l'indexation dont vous parlez, et de le faire passer très rapidement à l'Assemblée, de façon à ne pas quand on dialogue et qu'on propose, on risque d'être entendu. Je vais attendre son retour. Ouais. Il reste 3 jours. Je ne l'ai pas encore. Bon. Il reste 3 jours. Non. Ça, vous pouvez le voter. Vous pouvez le voter à la semaine du 13 janvier, et ça s'appliquera. Ah oui, c'est ça. Il reste 3 jours avant la mi-janvier, quoi. Bon. Oui, mais bon. Vous voyez, il a la balle au bon et ça peut régler le problème. Les agriculteurs qui ont des crédits d'impôt, ça peut régler plein de problèmes. Donc je refais l'appel ici, mais il est en contact avec moi, il m'a dit qu'il revenait bientôt vers moi. Donc, Bon, vous restez avec nous parce qu'on a d'autres sujets d'actualité à vous soumettre, notamment dans la story de Mohamed Bouafsi. Je suis arrivé au lycée, j'étais en retard et je courais. Il y avait un groupe, il y avait 5-6 jeunes. Et il y en avait un qui était par terre et qui était sans vie, hein, clairement. Il bougeait plus, il y avait du sang. Et il y avait tout le monde autour qui criait, on comprenait pas trop ce qui se passait. C'est l'histoire d'un fléau qui gangrène Paris et qui termine encore en drame. Ce matin, Paris a connu une nouvelle rixe. Il était aux alentours de 8h du matin à proximité du lycée Rodin dans le 13e arrondissement de la capitale quand un jeune homme a été blessé mortellement à la tête. Un concierge d'un bâtiment voisin a tenté de lui sauver la vie en vain. Je suis sorti devant la tour, j'ai vu une personne allongée au niveau du caniveau. Il y avait déjà une infirmière qui était en train de faire un massage cardiaque et j'ai pris le relais. Il avait une petite plaie au niveau du flanc gauche qui saignait pas. Il n'y avait pas de saignement, donc on n'a pas eu besoin de faire de point de compression. Donc on a continué, nous, notre massage cardiaque en espérant de le maintenir. Quand les pompiers sont restés, après il y a le SAMU, tout le monde est arrivé et apparemment ils n'ont pas réussi à le sauver. La plupart des élèves étaient en cours quand l'alarme a sonné avant d'être regroupés dans le hall de l'établissement. D'autres l'ont découvert sur les réseaux sociaux où l'information a vite circulé, notamment sur Snapchat. D'autres qui avaient cours en milieu de matinée ont été gênés par le gaz lacrymogène qui aurait été utilisé dans cette bagarre. Quelques heures après les faits, plusieurs élèves du lycée Rodin étaient encore choqués. J'ai vraiment pas cru, je me suis dit, il a fallu que j'aille vérifier sur internet. J'ai vu par exemple 4-5 personnes autour d'une personne à terre qui était un peu recroquevillée sur elle-même. C'est encore compliqué pour nous de se rendre compte de ce qui vient vraiment de se passer, puis une mauvaise image pour le lycée. On a eu beaucoup d'alertes intrusion aussi pour des élèves qui ont essayé de rentrer armés ou qui ont essayé de gazer d'autres élèves. De nombreux parents ont vraiment stressé. C'est flippant d'avoir ça quand même, genre maintenant on a peur pour notre sécurité. Généralement c'est dans d'autres arrondissements et là le fait que ça soit le lycée juste à côté, ça aurait pu être Enfin, moi je trouve ça choquant qu'ils annulent pas les cours. Ouais, voilà, alors que je trouve ça hyper traumatisant. Déjà, il y a des enfants qui ont vu, il y a des élèves qui ont vu la scène et qui sont encore en classe. Personnellement, ça me choque. L'adolescent de 16 ans qui a été tué n'est ni un élève du lycée ni du quartier. Il serait issu du Val-de-Marne. Mais depuis l'été, la tension règne dans le 13e, mais pas que. Le nombre de rixes a doublé à Paris entre 2023 et 2024. Selon le parquet de Paris, cette rixe s'inscrit dans le prolongement de bagarres de rue violentes dans le secteur. C'est déjà la 9e depuis mai 2024. Les habitants du quartier oscillent entre dépit et lassitude.
Dans l'ensemble, c'est un quartier qui est très calme, qui est très très calme. Il n'y a jamais eu, ça fait presque 50 ans que je suis dans le quartier, donc il n'y a aucun souci. J'ai jamais eu de souci dans ce quartier-là. C'est le monde qui est fou, qui ne va plus. D'apprendre déjà la mort d'un ado comme ça, ici, surprenant, ouais. Tous les jours, on apprend quelque chose comme ça, donc à la limite, on entend encore un de plus, quoi. On n'en vient pas à tuer pour des babioles, même si c'est un peu d'argent dû aux stupéfiants, ça devient dramatique, quoi. Maintenant, il n'y a plus d'endroit à l'abri de quoi que ce soit, malheureusement. Rachida Kaout est conseillère municipale à Ivry-sur-Seine, commune en bordure du 13e arrondissement. Son enfant était scolarisé dans cet établissement. Il a assisté à plusieurs bagarres violentes, mais il a aussi été victime de harcèlement de la part de bandes qui rôdaient près du lycée. Donc tout se passait très très bien. Il a démarré sa scolarité au lycée Rodin jusqu'au jour où j'ai découvert en fait qu'il s'absentait. Et là il a avoué et il m'a dit écoute maman, oui non mais je me fais harceler, je me fais poursuivre et j'ai un groupe de jeunes qui m'attendent tout le temps à la sortie et quand j'arrive à l'école aussi ils ont mon agenda. Il commençait un petit peu à le bousculer, il le frappait à l'épaule, il commençait un petit peu à se le balancer. Ce sont des jeunes qu'ils ne connaissent pas du tout. Ils se passent le message par les réseaux sociaux où ils décident en fait de se retrouver à un point A pour pouvoir en fait faire toutes les conneries qui conduisent à la mort. En début d'année, la ville de Paris a décidé de lancer un grand plan de prévention contre ces rixes auprès des collégiens et des lycéens. Les chiffres de la préfecture de police de Paris explosent. Les nombres de blessés et de tués ont bondi respectivement de 25 et 33% entre 2022 et 2023 pour un nombre de faits quasi stable. Alors qu'avant, les bagarres de rue se faisaient à coups de poing. Aujourd'hui, les jeunes seront de plus en plus armés. On a eu du mal déjà à récupérer une identité sur le jeune. On a l'impression dans le nouveau monde, la nouvelle société de ces jeunes qu'il y a une espèce d'omerta. On ne sait pas pourquoi il était là, on ne sait pas s'il était dans une bande ou dans une autre ou si c'est un dommage collatéral. On a eu beaucoup de types de faits aux abords des établissements scolaires. Avant, les individus venaient avec des bâtons, des béquilles ou alors ils réglaient leur compte au point-pied et aujourd'hui ils viennent avec des couteaux et des armes de poing. En fin d'après-midi, on a appris l'arrestation d'un jeune homme de 16 ans. Le parquet a annoncé la requalification de l'enquête en assassinat et qu'il était encore trop tôt pour affirmer si la personne interpellée sur place était directement impliquée dans la mort de cet adolescent. Éric Coquerel, quand on découvre ces chiffres que je viens de donner et l'augmentation des rixes violentes, est-ce qu'on peut encore nier le rejet de l'autorité et surtout, selon vous, qui en est responsable ? Écoutez, alors déjà, je ne dis rien du tout. Dans ma circonscription en 2024, il y a 2 jeunes qui ont été tués comme ça. Un tout jeune par des gens aussi jeunes que lui, d'un coup de couteau, et un autre tué à la sortie d'un lycée. Il n'y avait il n'y avait pas de trafic et autres, c'était des rixes. Voilà. Les 2 jeunes étaient juste pas nés dans le bon quartier. Voilà, c'est tout. Donc je vais pas nier le fait, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas plus, mais c'est plus violent et plus jeune. Bon. Moi, je crois que il y a peut-être la question de l'autorité, mais il y a aussi la question de la présence dans les quartiers. Donc, pour régler cette situation, à mon avis, il faut réfléchir à tout ce qui est encadrement psy. Michel Barnier avait dit que ça devait être une des grandes causes de l'année. Là, pour le coup, je lui donne raison. Il y a trop peu d'encadrement, que ce soit dans les écoles, les lycées. J'ai plus le chiffre, mais par exemple, il y a un psy pour je ne sais pas combien d'écoles dans Seine-Saint-Denis. C'est vraiment totalement ridicule. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, tout ce qui est éducateur, qui diminue au fait que les politiques d'austérité, d'antennes de jeunesse qui ferment. Il faut plus de présence à ce niveau-là, de manière évidente. Et troisième axe, évidemment, tout ce qui permet aussi un encadrement scolaire plus important. J'ai pas d'autre réponse à vous donner que celle-ci. Je pense que tout passe par justement avoir des adultes référents qui ne soient pas seulement des policiers. Les policiers sont évidemment nécessaires et une police de proximité serait de bonne loi, mais qui doivent être aussi intervenir le plus tôt possible. C'est pas un môme de 12 ans qui plante un autre môme avec un couteau de 20 cm, comme c'est arrivé dans le 11e arrondissement il y a quelques années, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et donc, il faut arriver à prévenir de plus en plus tôt ces dérèglements. Et ça, je crois qu'on a, malheureusement, de ce point de vue-là, ça s'est dégradé. Une enquête a été ouverte à la suite de dégradations qui ont été commises, Éric Coquerel, dans la résidence secondaire de Jean-Luc Mélenchon, dans le Loiret. Des tags insultants et outrageants ont été découverts sur sa maison. Le ou les auteurs des faits se sont introduits dans la propriété de Jean-Luc Mélenchon en découpant une partie du grillage et sont ensuite entrés par effraction dans sa maison. Une fois de plus, on voit le domicile d'un élu ou d'un leader politique attaqué violemment.
Et là, ça se multiplie aussi. Ça m'est arrivé, j'ai des dégradations, il n'y a pas très longtemps. Il faut que certains responsables politiques qui utilisent des mots très durs, voire calomniateurs par rapport à d'autres responsables politiques, se disent qu'il y a d'autres gens après qui les prolongent en armes. Voilà. Alors en armes ou en tout cas un acte violent. Je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. Parce que... vous le dites aussi à Thomas Porte, qui a mis la tête d'Olivier Dussopt, ministre à l'époque du Travail, sous un ballon. Bien sûr, vous avez raison. Parce qu'il a été menacé de mort. Vous avez raison, il a mis la tête sur un ballon et c'est la même chose que quand on se fait, on a des actes violents physiques. C'est une violence symbolique, pardon, qui n'est pas négligeable. Ça peut entraîner des actes. Bien sûr. Moi, je vous dis simplement que aussitôt qu'il y a un député, par exemple, du camp macroniste qui a un problème, on nous demande de la solidarité. Là, on a eu plusieurs députés qui ont eu leur permanence murée. D'accord, avec parce qu'ils avaient voté la censure. Parce qu'ils avaient voté la censure, donc c'est normal. Ils ont eu leur non, je dis pas que c'est normal. Les policiers étaient là, on dit il faut que ça se passe. Ils sont pas intervenus. Jean-Luc Mélenchon, ça lui arrive aujourd'hui, et on voit bien qu'à certains moments, parce que ça s'est passé, je vous rappelle qu'il y a eu tout un attentat qui était préparé contre Jean-Luc Mélenchon et Monsieur Castagnier à un moment donné avec des gens qui imaginaient juste le tuer. Bon, et on est plusieurs à avoir suivi. On a des menaces de mort régulières, etc. Donc je vous le dis très clairement, si l'idée c'est de se dire parce que les insoumis dans l'hémicycle ou autre, de manière symbolique, et à mon avis on est loin d'être les pires, mais on nous regarde nous en général, ont des réactions, ont des mots, etc. Eh bien ça vaut ça, je ne vais pas vous suivre. Je pense que ceux qui utilisent... C'est pas le cas. Vous avez vous-même mis en garde contre la violence des paroles politiques. Bien sûr, mais ceux qui nous traitent d'islamo-gauchistes, qui expliquent que nous sommes des alliés objectifs des terroristes ou d'antisémites, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des gens qui transforment ça en armes. Donc chacun a des responsabilités.